commune. Isabelle Roland, je suis responsable de la sous-division PEB, donc Performance énergétique des bâtiments pour Bruxelles Environnement. Et dans le cadre de l'Alliance Rénolution, je suis également pilote de l'atelier réglementation et outils. Isabelle Sobotka, moi je coordonne l'Alliance Rénolution, qui est la dynamique d'acteurs qui met en œuvre la stratégie Rénolution. Annick? Annick van der Porten, je suis responsable du département planification Air, Climat, Énergie, donc qui porte le plan Air, Climat, Énergie dont je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, voilà, je propose de démarrer. Donc, on va commencer avec le plan Air, Climat, Énergie. Annick, je te passe la parole. Ok, merci. Donc, Martha, vous avez déjà présenté quelques slides sur le plan la dernière fois. L'idée, c'est qu'on aille un petit peu plus dans le détail cette fois-ci. Martha, tu peux passer au premier slide. Donc ça, c'est un slide que Martha, vous avez déjà présenté. En fait, l'idée, c'est de vous montrer que la gouvernance climatique bruxelloise, elle passe par tous les acteurs et tous les acteurs sont incontournables pour nous. C'est pas Bruxelles Environnement qui écrit son plan et puis qui le met en œuvre sans se concerter avec personne. C'est vraiment important d'allier, de rassembler tout le monde dans notre dynamique. Et donc, au centre de cette gouvernance climatique, on a la cellule interdisciplinaire climat qui rassemble en gros les organismes régionaux, les administrations régionales qui sont compétentes dans la plupart des matières touchées par notre plan Air, Climat, Énergie. Nous estimons que les communes sont sur le pied d'égalité avec les administrations régionales. Donc, on compte vraiment sur vous pour nous aider à mettre en œuvre le plan Air, Climat, Énergie au niveau des élus et évidemment au niveau de vos administrations. La gouvernance climat, donc, elle passe par la région, par les communes. Elle passe aussi par les citoyens directement au niveau de l'Assemblée citoyenne pour le climat. Donc, c'est une assemblée de citoyens, d'une centaine de citoyens qui sont tirés au sort et qui débattent chaque année sur un thème différent. Cette année, c'était le 3e cycle qui abordait les services, les communs. Et voilà, le 3e cycle est bientôt terminé. Il y a encore un week-end ici à la fin du mois d'avril. Mais donc, c'est là vraiment qu'on tient compte des avis, des recommandations de tous les citoyens pour orienter nos politiques climatiques. Après, c'est débattu avec tous les autres niveaux qui interviennent dans cette gouvernance. Le comité régional climat, c'est la partie politique. Donc là, c'est les cabinets du gouvernement bruxellois qui travaillent sur les différents plans, sur la cohérence les uns avec les autres et qui sont nos décideurs qui font passer la plupart des décisions. Et alors, le dernier aspect, c'est le comité d'experts climat. Donc là, c'est un comité d'experts indépendants. La plupart sont des académiques. Et c'est eux qui évaluent chaque année la politique climatique qui est développée par Bruxelles Environnement et par tous les acteurs pour essayer de mettre le doigt sur où est-ce qu'il y a des manques, où est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Ils viennent, pour info, de publier leur dernier rapport qui est accessible sur le site de BruPartners, vous le trouverez assez facilement. Et donc là, on est en train de coordonner la réponse de Bruxelles Environnement et des différentes administrations et du gouvernement à toutes les recommandations du comité d'experts. Voilà pour la gouvernance climatique. Chacun a un rôle à jouer, comme je l'ai dit, pour nous aider à atteindre les 4 objectifs, les 4 missions qui sont définies dans le plan Air, Climat, Énergie et que Martha vous a déjà exposé la dernière fois. Le premier objectif, je vais d'abord vous exposer vite les 4 objectifs. Donc, le premier objectif, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre régionales de 47% d'ici 2030. Il faut savoir qu'en parallèle, cet objectif est aussi décliné à long terme. On a un objectif de réduire les émissions d'au moins 90% en 2050. Donc, on est vraiment dans un objectif de décarbonation de toute la région d'ici 2050. On a un objectif intermédiaire aussi de 67% pour 2040. Mais donc, on est vraiment sur une trajectoire à la baisse très forte. Cette trajectoire, dans le code bruxellois Air, Climat, Énergie, elle est accompagnée d'une trajectoire comparable pour les émissions indirectes. Donc, ça veut dire que on estime que la réduction des émissions directes qui découlent vraiment des émissions sur notre territoire ne doit pas se faire au prix d'émissions indirectes qui explosent. Le deuxième objectif du plan Air, Climat, Énergie, c'est d'adapter la région aux effets déjà détectables du changement climatique.
Le troisième volet, c'est le volet air. Donc, il s'agit d'améliorer la qualité de l'air dans toute la région en essayant de viser les nouvelles recommandations OMS. On parle de nouvelles recommandations parce qu'elles ont été renouvelées, mais finalement, ça commence à dater. Mais donc, maintenant, on a des recommandations OMS qui sont plus ambitieuses que les normes européennes. Et donc, on essaye de viser ces recommandations-là. Et en parallèle, bien sûr, on essaye de faire tout ça en assurant une transition juste et inclusive, en laissant pas les citoyens les plus vulnérables sur le côté et en essayant de rendre cette transition accessible à chacun. Alors, au niveau communal, comment est-ce que vous pouvez contribuer? En matière d'atténuation au changement climatique, un des axes très importants et qui est fort encouragé au niveau européen et qui est forcé au niveau européen maintenant, c'est l'exemplarité des pouvoirs locaux. Donc, c'est tous les pouvoirs publics en général, mais évidemment tous ceux qui dépendent des communes, le fait de montrer l'exemple, de réduire vos consommations énergétiques, de réduire vos émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose de très important. Quand on estime qu'on arrivera à moins 47% des émissions directes régionales, c'est bien en comptant toutes les mesures qui sont prises au niveau des communes, même si les communes ne sont pas les seuls pouvoirs publics visés. L'idée, c'est vraiment que tous les pouvoirs publics puissent y contribuer. Il y a un outil très important qui a été mis en place par Bruxelles Environnement avec Sibelga, c'est Renoclick. Donc, c'est un outil de mise à disposition de scan énergétique et d'installation de panneaux solaires et qui est accessible à toutes les communes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce projet-là auprès de mes collègues. La sobriété énergétique, c'est un volet qu'on a beaucoup encouragé quand il y a eu cette crise des prix de l'énergie à l'hiver il y a 2 ans. Il y a plusieurs mesures qui sont devenues obligatoires entre-temps aussi grâce à la dernière ordonnance qui a été votée au Parlement au mois de mars, je pense, l'ordonnance programme. Et donc, il s'agit en gros d'essayer de faire preuve de sobriété énergétique au niveau de l'éclairage dans les communes, au niveau des panneaux lumineux publicitaires et ce genre de choses. Le partage d'énergie est une pratique très encouragée également pour laquelle on a développé un cadre légal assez ambitieux à Bruxelles Environnement. Il y a plusieurs communes bruxelloises qui sont membres de communautés de l'énergie. Donc, je pense à Ixelles, il y a Stockel aussi. C'est soit la commune elle-même, soit je pense qu'à Stockel, c'est une crèche communale. À Gansoren, je crois que c'est autour d'une école communale et Uccle aussi fait partie d'une communauté de l'énergie. On a un service facilitateur qui est accessible pour faciliter toutes les démarches, parce que ce sont des démarches qui ne sont pas faciles, mais qui valent vraiment la peine pour essayer de valoriser un peu mieux l'énergie qui est produite à partir de sources renouvelables et pour favoriser l'autoconsommation dans les sites à proximité des sites de production de l'énergie. Et bien sûr, tout ce que vous avez à dire quand vous rendez des avis sur les projets locaux, forcément, il y a un impact en termes d'émissions directes et d'émissions indirectes qui peut être pris en compte et qui peut nous permettre aussi à nous de mieux contribuer aux objectifs régionaux. Enfin, vous permettre à vous de mieux contribuer aux objectifs régionaux. Alors, pour l'adaptation au changement climatique, donc on a pas mal de projets de végétalisation, notamment dans les cours d'école. C'est actif dans plusieurs écoles communales aussi dans la région, dans d'autres espaces communaux et dans les espaces des CPS. Mettre l'accent sur la végétalisation, c'est quelque chose de très important, notamment pour lutter contre l'effet d'îlots de chaleur urbains. Les mesures basées sur la nature sont des mesures locales qui peuvent être mises en place de façon assez facile pour aussi lutter contre les différents effets du changement climatique, que ce soit en termes d'inondation, si on a des pluies très fortes tout à coup, ou bien au contraire si on a des périodes de sécheresse. Les pratiques en termes de gestion intégrée des eaux pluviales sont aussi largement encouragées et il y a pas mal d'outils disponibles à ce niveau-là chez nos collègues à Bruxelles Environnement aussi. Et de façon générale, la préservation des terrains non artificialisés est évidemment un aspect important dans le développement de vos projets locaux. Au niveau de la qualité de l'air, bien sûr, il y a un aspect important pour les projets de mobilité que vous développez pour essayer de réduire les émissions des véhicules qui sont encore autorisés dans la LES. Les flottes que vous développez, enfin que vous détenez au niveau des pouvoirs locaux sont importants aussi. Il y a des obligations, mais il y a aussi des pratiques qui peuvent être encouragées. Et les communes jouent un rôle important aussi au niveau du déploiement des bornes de recharge. Donc là, je pense que vous êtes aussi au courant de ce qu'on fait avec Sibelga pour déployer et
augmenter le nombre de bornes de recharge sur la région. Il devrait monter à 22 000 d'ici 2030, je pense. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire aussi à ce niveau-là. Enfin, pour tout ce qui est transition juste et inclusive, donc bien sûr, vous êtes l'échelon local le plus en contact avec les citoyens bruxellois. Donc, on compte sur vous aussi pour les mobiliser, pour, dans votre communication vers les citoyens, mettre l'accent sur la politique climatique et sur ce que la commune met en place pour contribuer. On a aussi besoin de pouvoir compter sur vos acteurs locaux qui sont eux aussi en lien avec les citoyens tous les jours. C'est sûr que vous avez un créneau d'écoute et d'atteinte des citoyens dont on ne dispose pas au niveau régional. Et donc, le but, c'est évidemment d'essayer de faire un maximum de choses en cohérence. Alors, parallèlement à toutes ces actions qui peuvent être plutôt de nature volontaire, il y a aussi des actions obligatoires qui sont définies au niveau européen, au niveau de la nouvelle directive sur l'efficacité énergétique qui a été revue il y a quelques mois. Je pense que ces 3 actions ont été abordées dans le cadre des plans d'action communaux. Martha va vous en reparler, mais donc, il y a une réduction obligatoire annuelle de 1,9% de la consommation d'énergie finale qui est imposée à tous les pouvoirs publics. Ça, c'est dans l'article 5. Dans l'article 6, il y a l'obligation de rénovation annuelle de 3% de la surface des bâtiments chauffés et refroidis. Et alors, le nouvel article 25, pour lequel il y a déjà eu une séance de formation, c'est celui qui impose que les communes élaborent des plans locaux chaleur et froid à partir de 45 000 habitants. Et donc, ça, c'est un aspect très important. Il va y avoir un plan régional, chaleur et froid, mais il faut aussi que les communes de plus de 45 000 habitants rendent leur propre plan chaleur. Et donc, l'idée est évidemment d'assurer une cohérence maximale entre ce qui se passe au niveau régional et au niveau local. Voilà pour ma part. Donc, Martha va prendre le relais, je pense, pour vous parler des plans d'action climat. Comme ça, c'est un très bel outil qui est mis à votre disposition par Bruxelles Environnement. Et elle va vous en dire plus. Ben voilà, donc déjà pour clôturer ici, le plan d'action, le programme d'action climat, ils visaient indirectement à répondre à ces nouvelles obligations. Et donc, comme on a vu, c'est un programme d'action qui couvre plusieurs aspects, pas uniquement les émissions directes, mais aussi les émissions indirectes et les mesures d'adaptation. L'objectif ici, ce n'était pas de repartir d'une page blanche, mais répartir des actions qui sont déjà en place au sein des communes, les valoriser et les intégrer dans une structure plus cohérente avec les stratégies et les plans régionaux. Et évidemment, on souhaite que ce programme d'action soit porté par les activités locales parce que c'est elles qui vont pouvoir donner la force, donner l'élan pour mettre en œuvre toutes les actions qui sont listées. Donc ça, je répète, à l'heure actuelle, on a 16 PAC qui ont été déjà validés, 2 qui sont toujours en cours et qui sont toujours accompagnés. Et donc, en termes d'accompagnement, qu'est-ce qu'on propose Bruxelles Environnement? Donc, on a un facilitateur Air Climat Énergie qui est dédié pour les communes pour répondre à toute une série de questions méthodologiques, techniques, proposer des formations, donner aussi des outils qui peuvent être directement valorisés par les coordinateurs climat pour pouvoir suivre ces actions, la mise en œuvre de plans. Mais il y a eu aussi des formations de mise à niveau en termes air, climat, énergie, une formation aussi de l'importance de ce qui concerne l'évaluation et les indicateurs. Et nous, nous mettons à disposition des données du bilan énergétique, des inventaires des gaz à effet de serre. À partir de cette année, des données des polluants atmosphériques pour mieux suivre la qualité de l'air. On donne aussi des informations et des données sur la production d'énergie, sur les primes et tout ça au niveau communal. Ce sont des données récurrentes. Et finalement, je rappelle un dernier slide de l'importance de la coordination du PAC au sein des communes. Ils sont notre point de contact privilégié au sein de BE. Ils assurent aussi une transversalité au sein de la commune parce qu'ils ont été creusés dans tous les services. Ils ont déjà gagné au bout de ces 5 ans d'accompagnement une connaissance thématique et technique assez importante. Ils ont assuré le suivi et l'évaluation de PAC. Et finalement, c'est eux, comme ils ont cette vision méta, ils peuvent
identifier des synergies et faire émerger des projets au sein de la commune qui vont englober et répondre aux besoins aussi et à la cohérence des plans et des stratégies de la région. Donc là, je passe la parole à Isabelle qui va nous parler plus des obligations Cobras. Merci. Je vais du coup partager également mon écran. Je ne sais pas si... Ok, c'est bien parfait. Donc moi, comme l'a introduit Martha, je vais plutôt vous parler de la modification qui a eu lieu le 7 mars 2024 au COBRAS, donc le Code bruxellois de l'air, du climat et de l'énergie. Cette modification a introduit des nouvelles obligations tant pour l'ensemble des propriétaires, mais également pour les pouvoirs publics en termes d'exemplarité des pouvoirs publics. Et donc, il semblait important de vous présenter cette totalité pour savoir, parce que ça aura un impact au niveau de vos équipes dans le traitement des dossiers, mais du coup également directement pour vous en tant que pouvoir public, parce qu'il y a des obligations qui vous sont imposées. Donc, je vais brièvement quand même reprendre 2-3 slides de contexte qui donne un petit peu, qui explique pourquoi et comment on a mis en place ce système d'obligation. Ensuite, le système d'obligation de rénovation du bâti tel qu'il est imposé à n'importe quel propriétaire. Des informations relatives aux exigences renforcées pour les nouvelles constructions, les mesures de décarbonation, puis justement un petit point relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics. Et alors, je vais être très très bref sur la partie infractions et sanctions. Donc, au niveau du contexte, ça a probablement déjà été présenté, mais donc, il y a plus de 56% des émissions directes de gaz à effet de serre en région de Bruxelles-Capitale qui sont émis par le secteur du bâtiment. Au niveau de l'Union européenne, c'est 40%. Donc, chez nous, c'est vraiment au-delà de la moitié des émissions directes qui proviennent du bâtiment. Et de ces 56%, il y a 62% qui émènent directement du secteur résidentiel. Donc, c'est vraiment pas anodin. Et donc, c'est notamment la raison pour laquelle les obligations en région de Bruxelles-Capitale sont assez ambitieuses, car sans ça, on sera incapable d'atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, tel que ça a été présenté juste avant. Le contexte bruxellois est également très spécifique par rapport aux deux autres régions ou d'autres pays européens. Nous avons plus de 61% de locataires, donc les locataires qui subissent les charges énergétiques, mais où par contre les propriétaires ne les subissent pas et où la rénovation dès lors est peut-être moins attractive. Il y a 55% des logements qui sont en copropriété où le pouvoir décisionnel est dès lors plus complexe. Et il y a également 27% des ménages bruxellois qui sont considérés en précarité énergétique. Et donc, plus que probablement que de ces 27%, il y en a une grande part qui sont locataires. Et donc, tous ces éléments-là montrent que justement, il y a énormément d'enjeux sociaux dans le cadre de cette rénovation du bâti bruxellois. Alors, le système qui vous sera présenté juste après, il n'a pas été établi tout seul. Il a été fait dans le cadre donc, de l'Alliance Rénolution, qui relie tant plusieurs administrations publiques, mais également le secteur privé. C'était une volonté du politique de le mettre en place. Et cette alliance n'aborde pas que les points de la réglementation, même si pour l'instant, il y a eu beaucoup de communication à ce sujet, mais il y a également des ateliers spécifiques qui s'occupent de faire évoluer tout ce qui est urbanisme et patrimoine, la rénovation urbaine avec justement les projets de rénovation groupée. Il y a un atelier spécifique pour travailler sur les mécanismes de financement, ensuite également sur les mécanismes d'accompagnement, tout ce qui est la mise à l'emploi et la formation, et aussi logistique. Mais ça, ma collègue Isabelle, si elle a le temps, vous indiquera encore 2-3 petites informations supplémentaires par rapport à cette alliance. Mais donc, aujourd'hui, je me concentre sur la partie réglementaire, mais tout ça se fait dans un cadre beaucoup plus global. Donc, au niveau du système d'obligation,
le système d'obligation, qu'est-ce qu'il prévoit? Ici, c'est d'abord un petit schéma, mais ensuite, je le reprends aussi textuellement. Il prévoit que chaque propriétaire aura une obligation de réaliser un certificat PEB et disposera de 5 ans pour réaliser ce certificat. Et ça, à partir de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, la date n'est pas encore inscrite. Donc, le tout n'est pas encore en vigueur. Il faut encore que les arrêtés d'exécution soient également validés. Mais une fois que ce sera le cas, chaque propriétaire disposera d'un délai de 5 ans. Sur base du résultat affiché au certificat PEB, il saura où se situe son logement, s'il est plus ou moins performant ou extrêmement énergivore. Et donc, sur base de cette information, les propriétaires devront, d'ici 2033, réaliser des travaux de rénovation pour au moins atteindre une consommation énergétique inférieure à 275 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, ce qui signifie à la rénovation en tout cas de tous les logements classés en G ou en F. Et ensuite, 20 ans après l'entrée en vigueur, l'ensemble des logements devront atteindre une consommation inférieure à 150 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Donc, ce mécanisme en 2 temps était déjà pour un petit peu répartir l'ensemble des chantiers, parce que, voilà, il faut avoir suffisamment d'emplois pour pouvoir réaliser l'ensemble des travaux nécessaires. Rien que les F et G, ça représente déjà 44%, donc il y a quand même déjà la majorité des logements qui répondent à ce premier objectif, mais cela reste conséquent pour ce premier objectif. Et laisser une période de plus ou moins 10 ans, ça permet malgré tout à ce que les propriétaires puissent avoir le temps de réaliser un projet de rénovation, aller voir un architecte si nécessaire, introduire un permis d'urbanisme et réaliser les travaux. Si c'était un délai plus court, ce serait beaucoup plus difficile de permettre cette prise en charge globale et également de pouvoir potentiellement profiter d'un moment de vie du bâti. S'il y a un vide locatif, par exemple, c'est toujours plus facile de réaliser les travaux à ce moment-là. Donc, ça donne un peu plus de flexibilité d'avoir une échéance qui n'est pas trop rapide. Donc, ici, je le reprends textuellement tel que c'est repris au niveau de l'ordonnance. Donc, c'est le gouvernement qui fixe les exigences à atteindre par les unités PEB dans les 10 et 20 ans. Mais l'ordonnance précise donc déjà pour les unités résidentielles que dans les 10 ans, en réalité, c'est au plus tard 2033 et donne déjà aussi des informations par rapport à la consommation à atteindre. Mais donc, si on dit le gouvernement fixe les exigences à atteindre dans les 10 et 20 ans, ça signifie que tout le tertiaire sera soumis finalement au même mécanisme. Donc, les unités tertiaires devront également faire établir un certificat PEB et ensuite répondre à des exigences de performance énergétique. Il y a des exigences, mais néanmoins, il y a quand même la possibilité d'obtenir une dérogation par rapport à ces exigences. Les dérogations sont uniquement possibles pour motifs techniques, fonctionnels ou économiques. Ces 3 critères, on ne pouvait pas les choisir. Ils proviennent directement de la directive européenne. Mais par contre, il y a quand même un arrêté d'exécution qui a été adopté le 6 juin dernier, qui explique ce qu'on peut comprendre sous ces 3 critères. Et en ce qui concerne les exigences à atteindre dans les 10 et 20 ans, la demande de la dérogation doit impérativement avoir été introduite avant l'échéance de l'exigence. Et quelque chose qui existe déjà et qui est maintenu, c'est que pour tous les biens qui sont classés ou inscrits à la liste de sauvegarde, là, c'est l'autorité délivrante qui peut imposer une dérogation totale ou partielle aux exigences PEB. Et c'est notamment dans le cas de l'atelier urbanisme et patrimoine où, du coup, au niveau patrimoine, ils regardent un petit peu quelles seraient les consignes et comment on pourrait tout de même imposer des exigences de performance énergétique au niveau des biens classés, mais qui seraient moindres que celles imposées pour tout autre bien. Donc, les exigences, mais donc comme on a dit, à côté de l'exigence, il y a une procédure qui est mise en place pour justement vérifier l'atteinte de ces exigences. Donc, il y a un certificat PEB, comme déjà évoqué, qui est imposé à tout propriétaire. Et donc, il y a un délai de 5 ans qui leur est octroyé pour disposer de ce certificat PEB. Mais il y a aussi un mécanisme spécifique pour les copropriétés qui a été mis en place où les copropriétaires, donc l'Assemblée générale plutôt des copropriétaires, aura l'obligation de désigner
un seul et même expert PEB, de lui donner l'ensemble des documents nécessaires et l'accès aux locaux pour qu'il puisse évaluer la performance énergétique de l'ensemble des unités. Donc, ça reste un certificat par unité PEB qui est réalisé, mais ce sera réalisé par une seule et même personne désignée par l'association des copropriétaires. Cet expert donc va coordonner l'ensemble des données, identifier toutes les unités de la copropriété, réaliser les certificats PEB manquants ou mettre à jour ceux qui existent déjà. Et ensuite, il aura l'obligation d'établir un rapport de synthèse qui contiendra les recommandations qui touchent aux éléments en partie commune et va les prioriser afin que chaque unité qui soit en non-respect puisse atteindre ces exigences. Et donc là, l'idée de ce rapport, c'est de faciliter les prises de décision en copropriété parce qu'ils auront une vue d'ensemble par rapport à toutes les unités reprises dans la copropriété, quelles sont déjà en respect ou non par rapport à l'échéance 2033 et ensuite par rapport à l'échéance dans 20 ans. Et donc, ils pourront dire, ici, on a la nécessité de réaliser des travaux ou pas au niveau de l'élément et l'obligation d'atteindre l'exigence par unité PEB, mais en fait, c'est une double responsabilité. Il y a naturellement la responsabilité du titulaire de droit réel, donc du copropriétaire, d'atteindre l'exigence au niveau de son unité, mais l'association des copropriétaires est également considérée responsable de l'atteinte de chacune de ces exigences. Et donc, c'est une responsabilité automatique, sauf si la copropriété peut démontrer qu'elle n'était pas responsable, parce qu'en fait, le rapport de synthèse indique qu'il n'y a pas de travaux à faire aux éléments en partie commune, ou qu'elle a tout fait pour que les travaux soient réalisés, mais que finalement, c'est l'ensemble des copropriétaires qui ont refusé les travaux, et que du coup, même s'ils ont tout fait pour que ce soit réalisé, il y a quand même eu un refus, et qu'ils sont du coup, enfin voilà, que ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, c'est une responsabilité de résultat dans le chef du titulaire de droit réel et une obligation de moyens renforcés dans le chef de l'association des copropriétaires. Donc ça, c'est globalement au niveau du système d'obligation qui sera donc imposé pour tout logement et quelque part, le même mécanisme est imposé également pour toute unité non résidentielle comme évoqué précédemment. Alors, il est également important de quand même donner une petite information au niveau des exigences qui sont renforcées pour les nouvelles constructions. Donc là, c'est à nouveau la directive PEB qui introduit un nouveau concept et qui exige quelque part à ce que les nouvelles constructions soient encore plus performantes que celles qui sont réalisées actuellement. Et donc, la directive introduit le concept de zéro émission. Et la directive indiquait déjà que donc toutes les nouvelles constructions devaient être zéro énergie depuis le 1er janvier 2021. Et ici, l'Europe dit que toutes les nouvelles constructions devront être zéro émission à partir du 1er janvier 2030. Alors, ce zéro émission, c'est quoi? C'est en fait une très haute performance énergétique, et donc avec une consommation énergétique quasi nulle. Et là, la directive dit que le seuil de la consommation énergétique doit être renforcé de 10%. Donc, énergétiquement, les nouvelles constructions devront consommer 10% de moins que ce qu'on exige aujourd'hui. Que par ailleurs, il faut qu'il y ait zéro émission de gaz à effet de serre sur site à partir de combustibles fossiles. Donc, ça signifie qu'on ne peut plus avoir de chaudière gaz sur site. Et qu'il faut également une faible production d'émissions opérationnelles de gaz à effet de serre. Et donc là, les émissions opérationnelles de gaz à effet de serre, ce sont les émissions, donc c'est le CO2 équivalent à l'utilisation de l'unité. Donc c'est quelque part les CO2 qui correspondent à la consommation énergétique. Les émissions opérationnelles de gaz à effet de serre, ce ne sont pas les émissions grises liées à la production des matériaux qui sont utilisés dans l'unité. Et la directive va même encore plus loin. Elle indique que la faible consommation énergétique qui serait toujours présente devrait également être couverte entièrement par de l'énergie renouvelable. Donc là, l'Europe va donc beaucoup plus loin pour toutes les unités, les nouvelles constructions privées. Donc, l'ensemble des nouvelles constructions devront répondre à ce nouveau concept à partir de 2030.
Et alors, l'Europe introduit également un nouveau concept et une nouvelle exigence, c'est celle du potentiel de réchauffement planétaire, qui, elle, contrairement aux émissions opérationnelles de gaz à effet de serre, est en fait l'indicateur qui quantifie les contributions donc au réchauffement planétaire d'une unité ou d'une installation technique tout au long du cycle de vie. Et donc ici, on a justement les émissions indirectes qui sont liées à l'énergie utilisée et aux émissions liées à la production des matériaux utilisés dans le cadre des constructions ou des rénovations. Et donc là, l'Europe impose dans un premier temps, donc à partir de 2028, que tous les bâtiments neufs de plus de 1000 m² fassent l'objet d'un calcul de ce potentiel de réchauffement planétaire. Et à partir de 2030, l'ensemble des nouvelles constructions, peu importe la taille, devront répondre à une exigence donc d'émissions indirectes tout au long du cycle de vie. Alors, au niveau des mesures de décarbonation, j'essaye d'aller très vite avec le temps imparti, mais donc il y avait déjà dans le COBRAS une interdiction depuis septembre 2021 de placer des générateurs alimentés au charbon. Et il était déjà prévu également qu'à partir du 1er juin de cette année 2025, toute chaudière alimentée par un combustible liquide pouvait uniquement être remplacée par un générateur avec du liquide renouvelable. Donc ça signifie quoi? Vu qu'aujourd'hui on n'a pas de combustible liquide renouvelable, qu'en réalité toute chaudière mazout, une fois qu'elle tombe en panne, on ne peut plus remplacer la chaudière mazout par une chaudière mazout. Et donc, si une chaudière mazout tombe en panne, on sera obligé, à l'heure actuelle, de changer de vecteur énergétique parce qu'on n'a pas de carburant, de combustible liquide qui est renouvelable. Ce qui est neuf, par contre, c'est qu'à partir du 1er janvier de cette année, donc quelque part, c'est déjà entré en vigueur, que là, il y a une obligation de placer ou de remplacer dans les projets constitués uniquement d'unités neuves ou assimilées à du neuf, des systèmes de chauffage qui répondent aux exigences éco-conception et qui sont alimentés par une source renouvelable ou de l'électricité, ou que ces unités soient raccordées à un réseau thermique efficace. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que pour les nouveaux projets, et on ne parle pas juste d'une unité, on parle vraiment des projets qui sont totalement neufs, que là, on anticipe un petit peu cette interdiction de gaz sur site, et ça a été formulé de telle manière pour quand même permettre l'évolution technologique. Donc, il se peut que dans le futur, on ait des biogaz. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. Donc, aujourd'hui, pour les nouvelles constructions, on a une interdiction de raccorder ces nouvelles constructions non seulement au mazout, mais également au gaz naturel. Et cette interdiction de raccordement au gaz naturel, elle s'applique également pour les projets qui sont constitués non seulement d'unités neuves ou assimilées à du neuf, mais également d'unités rénovées lourdement à partir du 1er janvier 2030. Alors, unité rénovée lourdement, vous n'êtes peut-être pas familiarisé au concept. Ça signifie quoi? Ça signifie une unité pour laquelle il y a déjà un permis d'urbanisme qui est introduit et qui, par ailleurs, l'ensemble des installations techniques sont nouvellement placées, donc elles sont toutes remplacées ou nouvellement placées, et il y a plus de 50% de travaux de rénovation qui sont réalisés à l'enveloppe de l'unité. Donc, enfin voilà, mais donc c'était déjà l'ensemble des installations techniques qui sont remplacées. Donc dans ce cas-là, à partir de 2030, il y aura également une interdiction d'être raccordé au gaz naturel. Il est également inscrit que le gouvernement peut restreindre l'utilisation de générateurs de chaleur peu performants en termes de performance énergétique ou d'émissions de particules. Donc aujourd'hui, on ne peut pas remplacer une installation mazout qui tombe en panne par une nouvelle installation, mais si celle-ci est fonctionnelle, on peut toujours utiliser son installation mazout. Mais avec cette mesure, le gouvernement pourra interdire l'utilisation des chaudières mazout, par exemple. Mais donc ça, on n'y est pas encore au niveau de la réglementation. Il y a déjà un planning qui est inscrit dans le PAS, mais ce n'est pas encore traduit dans les textes réglementaires. Et comme pour les autres exigences, il y a également une possibilité d'introduire une dérogation pour motifs techniques, fonctionnels ou économiques. Au niveau de l'exemplarité des pouvoirs publics, là,
la première mesure, c'est une adéquation entre la directive efficacité énergétique et la directive PEB. Donc, pour toute nouvelle acquisition ou toute nouvelle prise de location, je dis bien les nouvelles prises de location, ce n'est pas pour les locations déjà existantes. Celles-ci pourront uniquement, elles seront uniquement autorisées si le bâtiment acquis ou pris en location répond aux critères zéro énergie, et ça, si l'acquisition se fait avant le 1er janvier 2030. Si par contre ça se fait après le janvier 2030, il faudra que le bâtiment réponde aux critères du zéro émission. Il y a une dérogation possible si donc le bien n'atteint pas ces critères, mais que l'autorité publique réalise des travaux pour atteindre l'objectif dans les 7 ans de l'acquisition. Si l'objectif est de revendre le bien sans l'avoir utilisé, donc ça c'est uniquement pour les cas d'acquisition, et si le bien est classé ou inscrit à la liste de sauvegarde. Donc là également, enfin voilà, on ne va pas demander à ce que le bien soit zéro émission dans ce cas-là. Donc ça, c'est pour les nouvelles acquisitions et les nouvelles prises de location. En ce qui concerne les exigences de rénovation, il y a également déjà une spécificité qui est reprise au COBRAS pour les logements publics. Donc là, l'ensemble des logements publics qui appartiennent à un opérateur immobilier public doivent avoir une consommation d'énergie primaire inférieure à 150 kWh par mètre carré par an en 2040. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour les logements publics, on n'a pas une échéance intermédiaire comme pour le logement privé. On est plus rapide. Le 150, il n'est pas à atteindre dans les 20 ans. C'est déjà inscrit, donc c'est à atteindre dès 2040. Mais par contre, c'est directement à atteindre l'objectif final. Il n'y a pas le 275 en 2033 qui sera vérifié. C'est une seule échéance, plus rapide et directe. Et ensuite, il est également précisé que l'ensemble de ces logements publics qui appartiennent à un opérateur immobilier public, que donc par parc immobilier public, il faut qu'il y ait une consommation moyenne maximale de 100 kWh par mètre carré par an en 2040. Donc là, c'est vraiment la moyenne par OIP qui est vérifiée, et pour vérifier cette moyenne, là par contre, on ne va pas tenir compte des biens qui sont classés ou inscrits à la liste de sauvegarde. Donc on vérifie cette moyenne en les excluant du calcul. Et il est également précisé, et ça vient directement de la directive, que les nouvelles constructions réalisées par un pouvoir public, que celles-ci devront répondre aux critères zéro émission dès 2027 et elles devront également être équipées d'un système de production d'énergie solaire. Donc ça, c'est pour les nouvelles constructions qui appartiennent pas à un pouvoir public, enfin qui sont donc réalisées à leur compte. Ah, j'ai été un peu vite, donc je passe au système de sanctions. Là, je vais vraiment être assez rapide. Petit rappel du fonctionnement. Au niveau de la procédure PEB, donc s'il y a un non-respect de la procédure, ce sont des sanctions pénales qui sont prévues. Si par contre c'est un non-respect de l'exigence, là c'est une amende administrative automatique qui est imposée. C'est déjà le cas aujourd'hui pour les non-respects des exigences dans le cadre justement des nouvelles constructions. Et donc là, pour les exigences à atteindre dans les 10 et 20 ans, on a une amende automatique qui se calcule par écart de kilowattheures par an. Et donc, c'est bien des kilowattheures par an, alors que l'objectif est en kilowattheures par mètre carré par an. Et donc, en fait, chaque écart de kilowattheures est également démultiplié par le nombre de mètres carrés. Donc, plus le logement est grand, plus la sanction sera grande. Il est néanmoins possible de faire valoir des circonstances atténuantes, notamment si la situation personnelle du contrevenant le met dans l'incapacité matérielle de réaliser les travaux. Donc, s'il y a un refus total à tout accès financier, public ou privé, si le copropriétaire a été empêché de réaliser les travaux par l'association des copropriétaires, alors à ce moment-là, en tant que responsable de titulaire de droit réel, l'amende est
diminuer, voire annuler. Et par contre, c'est l'association des copropriétaires qui aura son amende. Et donc là, en fonction de la responsabilité, l'amende peut basculer d'un côté à l'autre. Si le bien immobilier est en litige, enfin voilà, donc c'est plein de circonstances atténuantes qui peuvent faire que l'amende est diminuée ou totalement supprimée. Il y a également une spécificité, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais l'amende sera également plafonnée à un certain écart. Donc si en 2033 l'exigence est de 275, en fait un écart supérieur à 125 kWh par mètre carré par an, à un moment donné, on ne sanctionne pas au-delà de ces 125. Donc on est un écart de 125, 126, 200, peu importe, ce sera le même montant d'amende qui sera imposé. Et ensuite, dernier élément, c'est qu'on donne également la possibilité à ceux qui ont commencé les travaux peut-être un peu tardivement à malgré tout se mettre en conformité et à du coup diminuer leur amende. Donc là, le principe, c'est que lors du traitement du non-respect, le contrevenant peut s'engager à se mettre en conformité dans les 2 ans. Et donc, dans ce cas-là, l'amende est au minimum divisée de moitié. Ce n'est pas indiqué si c'est 50% ou plus. Là, l'idée, c'est de justement pouvoir également faire une distinction entre les propriétaires bailleurs qui reçoivent une recette pendant ces 2 ans supplémentaires par rapport aux propriétaires occupants qui, eux, subissent leur charge énergétique. Donc là, l'idée, ce serait peut-être d'avoir un pourcentage qui diffère selon ces 2 cas de figure. Mais en tout cas, une première amende inférieure à 50%. Après les 2 ans de mise en conformité, on vérifie si la conformité a été réalisée ou non. Si après ces 2 ans, on remarque que finalement l'exigence est atteinte, à ce moment-là, il y a extinction de l'action publique et la deuxième partie de l'amende n'est pas imposée. Si par contre l'exigence n'est pas atteinte, là on recalcule la différence. Soit il n'a rien fait du tout et la deuxième partie de l'amende est imposée, soit il a quand même fait des travaux, mais il y a toujours un écart par rapport à l'objectif, et on vérifie quel est le détail à ce moment-là, et on n'impose que la partie qui est toujours en non-respect. Donc voilà, j'ai été assez rapide. J'ai quand même un petit slide pour avoir le tout en récap. Donc, obligation de disposer d'un certificat PEB dans les 5 ans, obligation de résultat au niveau de l'unité dans les 10 et 20 ans après l'entrée en vigueur, avec une obligation de moyens renforcée au niveau de l'association des copropriétaires. Au niveau de la décarbonation, en 2025, pour les nouvelles constructions y assimilées à du neuf, et interdiction donc d'une chaudière au gaz naturel en 2030 pour les projets également constitués d'une unité rénovée lourdement. En ce qui concerne les nouvelles constructions, 0 émission et placement d'un système solaire pour les nouvelles constructions publiques à partir de 2027 et pour tout le monde à partir de 2030, enfin tout le monde, toutes les nouvelles constructions, et il y a une possibilité de dérogation pour motifs techniques, fonctionnels ou économiques. Alors, je prends brièvement la suite. Donc, ce qu'Isabelle vous a montré ici, c'est en fait une des actions de la stratégie Rénolution. Vous voyez qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y a tout un volet d'actions spécifiques pour accompagner les propriétaires, pour accompagner le secteur dans sa transition, des mesures liées aussi au développement du financement, à de la simplification d'accès à l'information, de la simplification de procédures. Et donc, pour ça, il y a une alliance, l'Alliance Rénolution. Donc, c'est 150 organisations publiques, privées, associatives qui développent en fait les 42 fiches actions. C'est à peu près 150 projets et c'est vraiment une dynamique bottom-up. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont en contact avec le terrain travaillent avec ceux qui développent les projets, que ce soit les administrations ou le secteur privé, pour vraiment s'assurer de projets qualitatifs qui tiennent bien compte des réalités. Alors, Isabelle l'a déjà dit, je ne vais pas le répéter, donc il y a 7 ateliers thématiques. Le premier atelier, c'est réglementation, et donc c'est dans le cadre de cet atelier que le COBRAS a été développé,
Un autre projet qui est intéressant aussi, c'est la banque Carrefour des bâtiments et de leur occupation, qui va aussi se développer pour récolter en un seul endroit l'information sur le bâti. On a l'atelier urbanisme et patrimoine qui travaille sur, je prends mon petit copion, mais sur une étude juridique pour lever les barrières juridico-administratives et adapter les réglementations donc pour faciliter la rénovation énergétique. Il travaille aussi sur une définition des typologies de Bruxelles, enfin d'avoir des typologies et un guide de bonnes pratiques de rénovation pour aider les concepteurs à réaliser des travaux, enfin en tout cas concevoir ces travaux, et aussi les administrations afin que lorsqu'elles reçoivent un permis d'urbanisme, elles aient des lignes de conduite pour les aider à prendre les décisions. On a aussi dans cet atelier-là des rencontres entre Urban et les communes sur des cas pratiques de rénovation pour voir voilà, ce qui est un succès ou ce qui est moins heureux, et ça leur permet finalement de travailler sur ce guide de priorisation. L'objectif, pardon, je reviens en arrière, donc l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de mettre les balises architecturales, patrimoniales face à ces obligations de performance énergétique et de simplifier les procédures. Un deuxième atelier, c'est l'atelier de revitalisation urbaine. C'est dans cet atelier qu'est travaillé les contrats de quartier, les CACI, pour intégrer en fait les enjeux de la stratégie révolution, enjeux par exemple aussi de l'économie circulaire ou des communautés d'énergie. Et un second groupe de travail développe spécifiquement la rénovation collective. Alors là aussi, c'est Brulocalis qui coordonne, mais ce sont les communes qui travaillent au développement de ces projets de rénovation collective. On a dernier atelier que je vous présente maintenant, c'est l'atelier accompagnement de la demande. Donc on va développer différents projets spécifiques pour les particuliers, je ne vais pas tous les détailler, mais pour aussi les copropriétés. Il y a une attention particulière pour le public vulnérable. Alors, au niveau des bâtiments tertiaires, on a le pack énergie. On a aussi le Rénoclic, on en a parlé, avec un soutien financier et technique, et ce qu'on a appelé la MOP, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les pouvoirs publics sur le volet circulaire. Et je crois que je m'arrête là. Voilà, et encore d'autres projets, mais voilà, c'est un peu pour vous montrer que le COBRAS n'est qu'une action dans un ensemble de projets développés au sein de l'Alliance Rénolution. Merci beaucoup à toutes pour ces présentations très, très intéressantes et très denses aussi en information. Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. C'est vrai qu'on a peu d'occasions de faire des réunions ensemble. Donc, n'hésitez pas. On avait dit, hein, on sera bien clair. Bah oui, comme prédit, c'était extrêmement clair. Oui, je les ai assommés. Je ne sais pas si... Ah oui, voilà, on a une question de Madame de Brouwer. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Merci des présentations. Du coup, je me demandais si dans le dernier rapport du comité des experts, il y avait des recommandations. Si j'ai bien compris, ça, c'est des recommandations adressées aux communes. Et si, voilà, ou si d'une manière ou d'une autre, il était possible, en dehors du fait d'aller trouver le rapport et de lire, mais voilà, d'avoir des infos là-dessus, quoi, sur ce qui est adressé aux communes. Bonjour Maëlle. Je me permets de répondre parce que c'est une collègue de mon service, de mon département, qui est en train d'éplucher, en fait, je crois qu'il y a 34 ou 35 recommandations, et justement d'analyser quelles sont
administrations de référence pour y répondre. Donc, je t'avoue que moi, j'ai pas encore parcouru toutes ces recommandations parce que la publication est vraiment récente. Mais voilà, le cas échéant, on peut peut-être voir avec Martha comment relayer les préoccupations s'il y en a qui sont adressées aux communes. Je pense que ça pose vraiment pas de problème. Je dirai ça à ma collègue qui s'en charge. Ça va?